À 78 ans, j'ai déménagé aux Pins, en quête de connexion et de simplicité, pour découvrir que les plus grands regrets résident souvent dans les relations non réalisées que nous tenons pour acquises. Alors que je suis assise dans la cour ensoleillée de la résidence Retraite des Pins, je réfléchis souvent au tourbillon d'émotions qui a accompagné ma décision de m'installer ici. À 78 ans, je pensais que cette transition serait un choix sage, simplifiant ma vie et me permettant de tisser des liens avec d'autres de ma tranche d'âge. J'ai été accueilli avec optimisme, la perspective de nouvelles amitiés, d'activités engageantes et d'un environnement soutenant. Pourtant, à mesure que les jours se transformaient en semaines, j'ai commencé à ressentir une juxtaposition d'anticipation joyeuse et un sous-courant de regret qui commençait à peser sur mon cœur. Il m'est apparu que bien que le choix de résider dans un foyer pour personnes âgées semblait pratique, il ouvrait également la porte à de nombreuses luttes cachées, en particulier le désir d'amitié que j'avais négligé depuis longtemps. Absorbé par les exigences de ma carrière précédente en tant qu'assistante sociale, à côté de mes réflexions se trouvait Franck, mon voisin plein de vie, dont les aventures dans la vie ne sont devenues que récemment ternies par son isolement. Nous partageons souvent des rires à propos de ses chemises hawaïennes colorées, mais sous cet extérieur enjoué, Franck lutte avec l'éloignement de sa vie d'autrefois, rempli des rues animées de sa ville bien-aimée. J'ai échangé le bruit des taxis klaxonnant contre le doux bourdonnement de nos vieilles soirées de bingo, plaisanteté, mais alors qu'il jette un regard nostalgique sur la plante en pot dans notre espace commun, je vois l'ombre du regret passer dans ses yeux. Un après-midi, il s'est ouvert à moi au sujet de ses inquiétudes, confessant que bien qu'il espérait également embrasser ce nouveau chapitre, il n'avait jamais réalisé à quel point il manquerait le pool de la vie dans lequel il avait autrefois prospéré. Observer Franck m'a rappelé l'importance de rester connecté à nos passions, même lorsque les circonstances de la vie suggèrent que nous devrions ralentir. Puis il y a ma belle, dont l'esprit pétillant offre une chaleur réconfortante comme une tasse de camomille fraîchement préparée. Avec ses boucles charmantes et ses robes fleuries, elle semble rayonner de joie, mais elle porte elle aussi le poids des décisions non prises. Ma belle m'a confié un jour sa lutte pour socialiser après la perte récente de son mari. « J'ai toujours pensé qu'il y aurait le temps, » dit-elle, sa voix chargée de regrets. Je hoche la tête, me souvenant des nombreuses occasions que nous avons laissées échapper. Son histoire sert de rappel baume et amet de l'importance d'être proactif dans le nourrissage de nos relations. La vie n'attend pas que nous rattrapions notre retard. Elle continue d'avancer, souvent en nous laissant lutter avec ce qui aurait pu être si nous avions simplement passé un coup de téléphone ou franchi notre zone de confort. Dans mes propres moments de calme, j'ai réfléchi aux 6 regrets personnels qui se sont insidieusement glissés dans ma conscience depuis mon déménagement ici. Le premier est le regret de ne pas avoir donné priorité aux relations plus tôt. Je repense aux réunions de famille que j'ai manquées alors que j'étais pleinement immergé dans ma carrière et dans ma croyance que le tumulte était nécessaire pour l'épanouissement personnel. Maintenant, je réalise que ce sont souvent les moments doux passés avec des êtres chers et non les distinctions qui apportaient les joies les plus profondes. Je me suis promis de changer cela. J'ai commencé à programmer des déjeuners hebdomadaires avec les nouveaux amis que je me suis fait ici, les jeunes animateurs d'activités me taquinant souvent sur mon choix de renoncer aux macaronis au fromage pour un mélange de légumes. Cela se transforme en rire plutôt qu'en tristesse, une manière de reprendre ce que j'avais laissé passer. Parfois, je me retrouve à regretter ma décision de rester passive lorsque l'isolement a commencé à s'accrocher à mon cœur comme du lierre autour d'un arbre. Il était trop facile de se retirer dans la solitude plutôt que de tendre la main, mais à chaque conversation légère que je partage avec Franck ou aux agréables discussions avec ma belle sur nos livres préférés, et je me rappelle de l'autonomisation qui découle de l'engagement intentionnel. J'ai commencé à encourager les autres aussi. Alors que je m'installais dans ma nouvelle routine aux Pins, je commençais rapidement à lutter avec la profonde réalité de l'indépendance perdue, un sentiment qui s'est insidieusement installé plus que je ne l'avais prévu. Fini les décisions spontanées qui colorent mon monde. À la place, je me suis retrouvé à m'adapter à une structure préordonnée dictée par les horaires et les règles de la communauté. Les choix quotidiens, autrefois source d'autonomisation, semblaient désormais contraints. Je me souviens d'un matin en me dirigeant vers le petit déjeuner, rappelé par un panneau que la salle à manger serait fermée pour rénovation. Le phare de Muffin de la cuisine commune, loin d'être idéal, m'a rappelé à quel point même de petites décisions, comme où ou quoi manger, avaient été précieuses. Même les plaisirs simples, comme savourer mon café du matin à mon propre rythme, avaient disparu, remplacés par des expériences collectives régimentées. C'était une révélation frappante, me poussant à réfléchir à l'importance de l'autonomie dans les dernières années de la vie. En réfléchissant à cela avec ma belle un après-midi, alors qu'elle arrangeait des fleurs fraîches dans notre salon commun, je pouvais voir la même réalisation se dessiner sur son visage. On dirait que nous avons échangé notre indépendance contre la sécurité, murmura-t-elle, elle, légèrement troublée.
Je ne pouvais pas m'empêcher d'approuver. Nous comprenions toutes les deux que ce n'était pas seulement une question de relocation géographique, c'était un bouleversement monumental dans la façon dont nous engagions nos vies au quotidien. Je commençais à reconnaître que reprendre mon indépendance et ma capacité de décision, même dans les limites des pairs, nécessitait un changement d'état d'esprit, un choix actif pour prendre le contrôle lorsque je le pouvais. J'ai commencé à encourager les autres résidents à cultiver leur routine, que ce soit en organisant une soirée-jeu ou simplement en allant se promener, pour ajouter un sens d'autonomie personnelle à leur journée. Ce tournant offrait de nouvelles avenues d'engagement, transformant ma résignation silencieuse en un récit florissant d'autonomie. Frank, avec ses chemises aux couleurs vives et son esprit aventureux, résonnait également avec cette notion. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il feuilletait de vieux journaux de voyage dans son coin confortable du salon, j'ai remarqué comment il avait tendrement capturé des moments de son passé. « Tu savais que j'ai une fois parcouru l'Amazonie » dit-il en riant, l'éclat dans ses yeux illuminant son âge. Mais ensuite, il baissa la voix et partagea une confession chuchotée, révélant à quel point sa vie actuelle semblait éloignée du risque palpitant de l'aventure qu'il désirait. Son chez lui, la ville vibrante remplie d'énergie bourdonnante, semblait à des mondes de la tranquillité structurée des pins. C'était son propre tiraillement personnel, équilibrer l'attrait de la sécurité avec le désir d'exploration. Il nous est apparu à tous les deux qu'explorer cette phase pouvait encourager une plus grande latitude d'indépendance si nous osions nous réengager avec le monde extérieur à notre communauté. En développant l'importance de l'indépendance avec Frank, j'ai suggéré de petites excursions pour explorer au-delà des murs des pins, impliquant tout le monde que nous pouvions mobiliser. Un voyage de week-end vers ce vieux sentier nature, celui couvert de fleurs sauvages, pourrait faire des merveilles. Et je proposai avec enthousiasme. L'excitation brilla dans les yeux de Frank et bientôt l'idée commença à se transformer en quelque chose de plus qu'un plan, cela devint un projet. Avec le talent d'organisation de Mabel et le penchant de Frank pour la photographie, nous avons commencé à reprendre le contrôle de nos vies en élaborant une aventure en plein air qui nous reconnectait à l'essence de qui nous étions. Collaborer sur ce projet a ravivé notre indépendance et nous avons fusionné notre enthousiasme collectif en idées concrètes, revitalisant nos esprits et adoptant le concept selon lequel vivre ne se termine pas par une relocation. Au fil des jours, m'adapter à ce nouveau flux de responsabilités est devenu un processus de guérison. J'ai commencé à peaufiner ma routine quotidienne. Je me levais plus tôt pour profiter d'un petit déjeuner plus long avant de rejoindre un cours de yoga matinal avec Mabel et l'après-midi, j'emportais mes appareils au jardin de roses. Au fil des semaines passées au pavillon, j'ai commencé à remarquer quelque chose de surprenant et de décourageant. Les fardeaux financiers rôdant tels des ombres dans les coins de nos vies. Les dépenses imprévues, ces invités non souhaités qui pouvaient gâcher une réunion autrement joyeuse, avaient commencé à se faire sentir parmi nous. Il m'est apparu combien de mes amis étaient entrés dans la maison de retraite avec un joli plan financier qui était maintenant mis à l'épreuve de manière que nous n'aurions jamais anticipé. Juste l'autre jour, Frank a partagé comment il avait été approché au sujet de l'augmentation des coûts des médicaments. Penser que cela pourrait représenter un tel défi pour quelqu'un avec une si grande soif de vivre était déconcertant. Cela a renforcé la nécessité pour nous de faire face à ces réalités directement, plutôt que de les ignorer, afin que nous puissions nous aider mutuellement à naviguer dans les eaux troubles des finances à la retraite. Je me souviens du visage de Mabel lorsqu'elle regardait son budget, son front se plissant de concentration, réalisant à quel point ses fonds étaient proches de l'épuisement. « Oh, Eleanor !» soupira-t-elle, elle, sa robe éclatante paraissant soudain moins colorée. J'ai fait quelques calculs hier soir, et je suis inquiète de devoir réduire mes fournitures de composition florale. Sa déception a résonné en moi, moi aussi j'avais dû faire face à la réalité des dépenses qui n'étaient pas intégrées à mon plan initial. Les frais de service tels que le transport pour les rendez-vous, les pénalités pour activités manquées et les soins supplémentaires, tout cela s'accumule étonnamment vite. Il était décourageant de voir comment ces coûts cachés pouvaient s'insinuer dans les recoins de nos vies, nous obligeant à réévaluer nos dépenses. J'ai pris sur moi de communiquer cela aux autres membres de la communauté. Peut-être pourrions-nous organiser un atelier financier pour partager des ressources, aider chacun à établir des budgets et dédramatiser les coûts cachés qui semblaient tisser dans la vie de retraités. Ainsi commença une toute nouvelle initiative au pavillon que j'ai humoristiquement appelée « Mercredis Économie ». Chaque semaine, nous nous réunissions pour partager nos expériences et nos conseils, nous rassemblant autour d'une table chargée de cookies et de thé, insufflant vie à nos peurs et nous renforçant mutuellement avec des idées. Frank intervenait souvent en racontant une histoire de ses voyages sur la façon dont le budget l'avait sauvé en de nombreuses occasions, apportant une légèreté à nos séances. Il m'est devenu clair qu'affronter collectivement nos réalités financières transformait notre sentiment d'accomplissement en un effort communautaire. Partager nos économies personnelles ne faisait pas seulement renforcer les connaissances de chacun,
mais créait aussi des liens communautaires plus profonds. Alors que nous prenions ces mesures pour nous préparer ensemble aux dépenses imprévues, l'inquiétude imminente semblait légèrement moins écrasante, nous rappelant la puissance du soutien collectif pour retrouver un sens de contrôle. Cependant, au milieu de la lutte contre les coûts liés à la retraite, l'un des fardeaux émotionnels les plus significatifs était l'acte poignant de laisser derrière nous nos maisons autrefois chéries. Je me surprenais souvent à repenser à ma charmante petite maison, ornée de violettes descendant du porche, avec une lumière chaleureuse illuminant ses fenêtres comme un câlin de l'univers. La simple joie de s'y lever avec un bon livre dans mon fauteuil préféré semblait désormais un rêve lointain. Je me souviens d'une soirée, assis sur la terrasse du pavillon, observant le magnifique coucher de soleil peignant des coups de pinceau dorés à l'horizon, et ressentant soudain une vague de mélancolie m'envahir. « Ce n'est pas chez moi », murmurais-je, presque honteuse alors que les larmes piquaient les coins de mes yeux. Je manquais les recoins familiers et les souvenirs qui avaient imprégné les murs même de mon ancien foyer. Ma belle a ressenti ma peine cette soirée-là et rapidement nous avons partagé des histoires de nos anciennes maisons. À chaque éclat de rire et confession les larmes aux yeux, nous avons forgé une compréhension que les coups émotionnels faisaient toujours partie intégrante de cette transition. Nous avons parlé de l'importance de créer de nouvelles routines qui porteraient des échos de nos anciens selves. J'ai proposé que nous commencions à Inf. Au fil des semaines, l'esprit d'interconnexion aux pins a commencé à éclore. Instinctivement, nous avons reconnu que surmonter nos insécurités ensemble favorisait la résilience face aux défis de la transition. Un mercredi, alors que je discutais avec Franck et ma belle des projets d'activité à venir, j'ai révélé ma lutte personnelle contre les sentiments d'isolement. Vous savez, pour quelqu'un qui a vécu une vie si active, le calme ici peut parfois sembler assourdissant, et je avouais. Franck a hoché la tête vigoureusement, sa chemise hawaïenne vibrant avec son sérieux. J'étais entouré de gens partout. Maintenant, parfois, j'ai l'impression de crier dans le vide. Nous avons tous partagé des sourires complices, et ce qui avait commencé comme une reconnaissance de nos sentiments s'est transformé en un élan galvanisant pour investir notre énergie dans la création de nouvelles connexions qui nous élèveraient au-dessus de la solitude. Ce qui m'a frappé ensuite, c'est combien de résidents étaient reclus dans leur chambre, hésitant à sortir et à embrasser la communauté qui les entourait. Cela m'a rappelé des fils de tissu encore à coudre, chacun vibrant à sa manière mais manquant des points de couture qui pouvaient tisser des motifs complexes de convivialité. Avec une motivation renouvelée, j'ai proposé une initiative Dimanches sociaux, où les résidents pourraient participer à diverses activités comme des cours de danse, des sessions de bricolage ou des discussions informelles autour d'un café chaque semaine. Je me souviens vivement du premier dimanche où nous nous sommes rassemblés pour partager des histoires de notre enfance, riant et évoquant les temps plus simples de la vie. Au milieu de l'humour, j'ai vu que chaque récit sincère devenait un fil qui nous liait davantage. Chaque participant non seulement partageait des rires, mais aussi dévoilait des couches de sa vie restées cachées trop longtemps. Une amitié improvisée a fleuri autour de cette première tasse de café lorsque Marjorie, une dame tranquille d'en face, s'est ouverte à ma belle sur son amour de la pâtisserie. « J'aimerais bien donner un cours un jour », a-t-elle chuchoté, ses joues rougissant d'excitation. Cette simple étincelle a conduit à notre premier atelier de pâtisserie où nous avons été témoins de la magie de la collaboration. De la farine dans l'air, des éclats de rire coulant librement et l'arôme des produits fraîchement cuits se répandant dans les couloirs. Cela est devenu un point focal vivant, attirant même les résidents les plus timides hors de leur coquille alors que nous pétrissions la pâte et partagions des recettes. Chaque mois, ces dimanches se sont transformés en plateformes vibrantes pour la connexion, bâtissant des amitiés solides qui irradiaient dans notre communauté avec des voix remplies de rire, de sagesse et d'un nouveau sens. Cependant, ce n'était pas seulement l'amour de la pâtisserie ou de la danse qui nous unissait. Nous avons vite réalisé le pouvoir étonnant de la vulnérabilité partagée, un moyen poignant menant à des connexions plus profondes. Après une session particulièrement marquante où nous avons discuté de nos peurs et de nos espoirs, Franck, avec ses yeux pétillants légèrement humides, a partagé avec sincérité « Je ne pensais pas que je retrouverais un jour la joie après avoir quitté ma maison ». Son honnêteté a touché chacun des présents, révélant que nous avions tous des chemins croisés tissés de chagrin et de rire. L'importance de la compassion est alors apparue comme un fil nous reliant les uns aux autres. Alors que nous nous tenions ensemble dans cette expérience partagée, il est devenu évident que faire face à notre isolement de manière ouverte avait transformé notre compréhension de l'amitié et de la communauté, une nouvelle couche de solidarité se tissant en nous. Un soir, il m'est apparu à quel point notre dynamique avait changé. Nous n'étions plus seulement des résidents coexistants aux Pins, nous étions des amis et des membres de la communauté engagés dans un voyage mutuel. Célébrer des anniversaires, partager des histoires, participer à des projets de jardinage communautaire et consacrer du temps à des initiatives de loisirs nous apportait une joie significative. Comme les photographies aventureuses de Franck capturaient autrefois le monde,
Nos liens croissants illuminaient un monde vibrant au sein de